suis Amélie Guessant et Oui, allô? Amélie, Amélie, tu parlais? tu ne reçois pas? Ah oui, je me suis présentée. Ok, Vous m'entendez pas? voilà, je fais un petit tour. En tout cas, le Facebook n'est pas. Ah, la réunion est maintenant diffusée sur Facebook, donc du coup, bonjour ou bonsoir à tout le monde. Nous Bonjour. sommes aujourd'hui pour la quatrième journée dans le programme Spring Design et cette quatrième journée, c'est la journée des solutions, des propositions concrètes et surtout d'une maquette qu'on pourra discuter ensemble. Pour ce faire, on va commencer à faire un petit tour de table pour présenter tout le monde. Moi-même, je suis Maxime Boadji, entrepreneur récidiviste et passionné d'Afrique. Je serai votre humble animateur ce soir, Michel. Michel, je suis entrepreneur également, spécialiste des technologies. D'accord. Herman, vas-y. Herman, ton micro. Entrepreneur dans le domaine de la... Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. On faisait juste un petit tour de table en une phrase. Et donc, c'était à monsieur. Et donc, c'était à monsieur... Oh, la connexion. La connexion de... Donc, c'est moi qui se présentait? Ouais. Herman, vas-y. Je me suis présenté, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je reprends. Donc, moi, c'est Herman Adensi. Je suis aussi entrepreneur dans le domaine de la tech. Docteur Karl, très rapidement. Bonsoir. Je suis pharmacien et consultant en renforcement des systèmes pharmaceutiques. Merci. Amélie Guessant. Amélie Guessant, je suis étudiante et dessinatrice de mode hors antenne. Voilà. Merci. Madame Sia Bentora. Je pense qu'elle ne nous attend plus. Madame Bentora, vous pouvez vous présenter en une phrase? Oui, je suis là. Bonsoir, je suis là. C'est Madame Ventura. J'espère que vous allez bien. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend très bien. Je vais reprendre en fait Madame Bentora est algérienne et chercheuse à l'université à Alger. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. On vous entend très bien. Voilà. Écoutez, il reste le docteur Sericchio qui faut se présenter. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Berthé Siritio, d'origine malienne, médecin dermatologue. Il reste une personne qui nous a rejoint, qui est Maëlle. Bonjour, c'est Manel, je suis algérienne. Je suis titulaire d'un Master 2 en biochimie appliquée. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Il reste une dernière personne qui est Joanne, qui va nous rejoindre. Donc, je me permets de rentrer. Bon, Joanne a toujours son problème de... Ah, c'est bon.
Bonjour Johan. Oui, vous m'entendez? Ouais, on faisait un petit tour de table et c'est à ton tour de te présenter très très rapidement en une phrase et puis ensuite on lance le débat. Ok, bonjour, moi c'est Mignon de Johan, 34 ans. Voilà, simplement, on va dire adepte fan d'Afrique déjà, fan d'Afrique et adepte de tout ce qui est produits naturels, agriculture, bio-agriculture, permaculture, tout simplement. Merci beaucoup, merci à tout le monde pour se présenter aussi. Vous avez les titres les plus importants et les plus éloquents. On va commencer dans le cadre de ce programme. À chaque fois, on fait une petite présentation des objectifs de la discussion. Donc, je vais partager mon écran et comme ça, on pourra simplement discuter de ce que des trois problèmes qu'on avait, en tout cas des solutions qu'on avait réussi à dégager de la dernière réunion. En fait, lors de la dernière réunion, on est parti sur sur des solutions assez pratiques. On avait trouvé en fait deux solutions. Et ensuite, une troisième nous est venue dans des différentes contributions en dehors du live. Pour les citer, on a la première solution qui va être présentée. Ça sera une solution sous forme de témoignage qui sera fait par Johan, qui vient de se présenter. L'idée, c'est de comment est-ce qu'on peut mettre en place une agriculture médicale et avec un écosystème économique tout autour. Johan va présenter son témoignage de ce qu'il fait au Bénin. On a parlé aussi d'un colloque, d'une assemblée annuelle. On va essayer de développer un tout petit peu. Puis, nos amis informaticiens ont pris tout le besoin et l'ensemble des informations et ils ont modélisé quelque chose sous forme de maquettes que va nous présenter Michel. Donc, sans plus tarder, on va partir directement sur le témoignage de Johan. Je l'ai perdu. Non, Ah non, si, il est là. Voilà. Donc, Johan, explique-nous un tout petit peu rapidement ton parcours et l'expérience ton projet que tu fais au Bénin. bah, mon parcours, il est, on va dire qu'il est assez banal. Voilà, moi, j'ai grandi en France, donc je suis plus côté diaspora que béninois. J'ai eu la chance de connaître mon pays et d'y aller très jeune et très souvent. Et toujours attiré par l'Afrique, toujours en recherche, aller plus profond à chaque fois. Et toutes ces recherches sur l'Afrique reviennent à un seul point, la nature et les croyances sur les croyances ancestrales, les pratiques, et toutes ces choses-là. Dans ma famille, j'ai la chance d'avoir un oncle qui est praticien et médecin-chercheur. C'est-à-dire qu'il a les deux plus hauts grades des deux médecines. Il a les plus hauts grades des deux médecines et il travaille, toutes ses recherches sont basées sur les plantes. Donc, on en parlait hier et avant-hier, donc de la drépanocytose. Il a développé un médicament qu'on appelle le VK500, donc qui soigne la drépanocytose. On parlait aussi de la difficulté à faire reconnaître les travaux des Africains et il s'est heurté à ça. Il se heurte encore à ça aujourd'hui, malgré que le médicament soit homologué et autorisé à la vente. Mon oncle, c'est quelqu'un qui aime partager et qui nous a toujours partagé tout ce qu'on doit savoir sur l'Afrique. Et les plantes font partie intégrante de notre vie dans la famille. Donc voilà un peu comment j'ai été amené à aimer tout ça. Et en sachant qu'il a soigné des gens de ma famille, il m'a soigné moi aussi.
Je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler ce soir, mais voilà, on m'a décelé il y a quelques années une anomalie cardiaque, une insuffisance cardiaque, qui est des électrocardiogrammes. Je suis allé le voir avec ça. Il m'a donné une cure d'un produit, d'un médicament à prendre pendant 2 semaines, que malheureusement, je n'ai pris que pendant 5 jours. Et il m'a dit d'aller retourner voir en France un cardiologue, le meilleur des cardiologues. Et à ma grande surprise, je n'avais plus rien. Tout était effacé comme par magie. Alors qu'on m'avait dit que il fallait que je fasse une batterie de tests, prendre des médicaments, ceci, cela. Donc, en moi, c'est ancré tout ça. Donc, voilà en gros pour mon parcours. Maintenant, ce que je veux mettre en place, et ce que j'essaie de mettre en place depuis, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, c'est de créer une ferme biologique autosuffisante sur le principe, sur la base de la permaculture, de la culture biologique, et un peu copier un peu ce que fait Songhai. Je ne sais pas si vous connaissez la ferme Songhai. C'est cette ferme autosuffisante. Donner 2-3 explications dessus. Ok, d'accord. Donc voilà, un peu sur ce même principe, mais aller un peu plus loin qu'eux, surtout sur le côté médicinal, où j'aimerais créer une sorte de centre où justement la médecine traditionnelle et la médecine moderne se côtoient, où le tradit praticien travaille avec le laboratoire travaille avec le cultivateur avec le tradit praticien, où chacun justement doit donner son savoir, travailler en fait sur une ferme où chaque acteur communique avec l'autre pôle, le pôle voisin, le pôle d'à côté, pour créer une synergie, pour créer vraiment un savoir. Il y a, je ne sais plus qui disait ça, qui disait que en mathématiques, 1 plus 1 font 2, mais que dans la vie, un savoir plus un savoir égale un troisième savoir. Et c'est vraiment travailler de cette manière-là sur mon projet. Aujourd'hui, mon projet, il est à l'état de... On est au balbutiement. Donc voilà, j'ai acquis un terrain, j'ai aussi un autre terrain que mon père m'a légué. Et je travaille avec justement un jeune diplômé de chez Songhai. Et donc, on travaille sur le plan de développement, comment développer tout ça. On est vraiment au début du projet. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez besoin de plus d'informations. Alors, en fait, ce qu'on voulait, en tout cas, merci pour ce témoignage, c'est ce qu'on voulait mettre en avant un peu, c'est un peu le parcours. Quelles sont les difficultés? D'abord, qu'est-ce qui t'a motivé en plus de dire que tu aimes l'Afrique? Est-ce qu'il y a, c'est quoi? Pourquoi tu n'as pas fait cette ferme en France et quelles sont les difficultés que tu as eues pour le mettre en place? C'est tellement ancré en moi, pourquoi pas en France? Parce que je me dis que cette ferme-là pourrait aider un maximum de gens. On va prendre juste l'exemple de la permaculture. Aujourd'hui, il y a des paysans qui font de la monoculture, c'est-à-dire qui font cultivateurs de manioc. Ils ne font que ça. Si la saison n'a pas été bonne, ils ne produisent pas. Ils ont aussi le problème de la concurrence. Quand c'est la saison du manioc, il y en a partout sur les marchés et le prix chute. Aujourd'hui, les agriculteurs en Afrique cultivent pour vendre leurs produits. Aujourd'hui, l'Africain, surtout en zone rurale, pour moi, il devrait produire pour se nourrir et produire pour nourrir sa famille, son entourage, et peut-être développer un produit dérivé pour pouvoir le vendre. Vraiment compléter un peu sa gamme, et surtout, dans cette culture-là, intégrer des plantes médicinales. Je vais prendre la plante qu'on parle aujourd'hui un peu partout, l'artémésia. Si chaque Africain déjà avait un plant d'artémésia chez lui à faire cultiver, juste cette plante-là, on soignerait, le palu n'existerait plus en fait, ou serait combattu déjà depuis de nombreuses années. Donc là, voilà, Maxime partage une de mes photos.
Euh, Mon dernier voyage au Bénin, c'était en septembre dernier, où justement, je cherchais à rentrer en contact avec la maison de l'Artémisia et ma belle-sœur au Bénin m'a mis en contact avec une productrice qui est pas loin de chez nous et donc qui m'a fourni des plants d'Artémisia que je suis allé planter directement sur mon terrain et dans la maison de mes parents au village pour pouvoir profiter justement des bienfaits. J'ai aussi acheté mon petit sachet de la maison de l'Artémisia comme ça pour pouvoir rentrer avec et, et me soigner en France. Parce qu'il faut savoir que, bah, comme tout Africain, j'ai le palu et que des fois, quand il fait froid, je me sens un peu faible, bah, je fais une petite crise. Donc, j'ai toujours mes plantes à côté de moi. Et pour moi, c'est en Afrique qu'il faut le faire. Je ne me voyais pas le faire en France. Je me voyais pas le faire en France. Pour moi, c'est venu de manière naturelle. Et vraiment, voilà. Est-ce que du fait de ta famille qui se trouve au Bénin, ça a été plus facile pour toi? Bah, si tu veux, oui, parce que je fais ça avec un de mes cousins. Donc, mon cousin Eben que je salue, justement, qui s'occupe de l'acquisition des terres, qui s'occupe de me trouver tout ce dont j'ai besoin, qui est le lien avec aussi Mathias, qui est le jeune diplômé de chez Songhai. Voilà, là, on est vraiment au balbutiement, hein. Je vous dis ça, on est vraiment au début. Donc là, c'est une photo du terrain avec quelques plants qui étaient là avant. Donc là, depuis, on a enlevé c'était des plants d'haricots et on va planter. Là, on va semer d'autres choses. Là, ce qui nous fait un peu défaut, c'est le financement, parce que tout est financé de ma poche, bien sûr. Et ça avance à tâtons. On commencera vraiment à pouvoir faire un vrai projet quand je trouverai le financement adéquat et on commencera à vendre nos premières récoltes. Alors, dernière question, qu'est-ce que quelle, quelles leçons tu en tires et quels conseils tu peux donner à des Africains ou à des personnes de la diaspora qui sont motivés, qui voudraient créer un projet comme le tien? La première chose, je pense, c'est de ne pas essayer de réinventer la roue, tout simplement, de faire les choses les plus basiques. Aujourd'hui, quand on prend l'agriculture, je crois que c'est le besoin le plus basique, en fait, c'est de se nourrir. Voilà, c'est déjà ça. Après, la diaspora, faut qu'elle croie en elle, faut qu'elle croie en elle, faut qu'elle croie en son pays. Avant de se lancer en Afrique, je pense qu'il faut y aller régulièrement déjà. Aller sur le terrain, pas se dire de faire les choses à distance. Et surtout, parler à des gens qui l'ont fait et pour qui ça a marché. Et ne pas se décourager, réellement. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup, merci pour ton témoignage. Et c'est très enrichissant. C'est aussi une façon de rendre hommage à l'Afrique et aussi de travailler sur les plantes médicinales. Et c'est un très, très bel exemple qu'on a voulu mettre en avant ce soir. Je vais maintenant m'adresser au docteur Carl, le docteur Serretiro aussi, pour la partie plateforme digitale sur laquelle on a commencé à travailler. J'ai vu un peu les contributions que vous avez s'agissant de la plateforme où on a posé 3 petites questions en fait. C'était quels sont les usages possibles de cette plateforme-là, parce qu'il ne s'agit pas juste de faire une banque de données, c'est tout. Donc, est-ce que je pourrais, c'est Madame Ventura, est-ce que je pourrais poser des questions pour vous voulez poser des questions à Johan? Oui, bien sûr. Oui, je voudrais bien me poser. Oui. Donc, je suis vraiment, c'est très important de faire son propre projet et c'est très intéressant.
parce que on essaye de faire la culture nous-mêmes. C'est-à-dire que la culture, elle est faite de façon à respecter le caractère bio. C'est-à-dire que là, on est sûr que le sol n'est pas traité déjà et que la plante, elle existe sur un sol qui n'est pas traité du point de vue pesticides, ce qui s'en suit. Donc, par la suite, on aura une plante à caractère bio, c'est-à-dire elle aura le label bio. Donc, c'est très important. Vous ne trouvez pas, d'après vous? Est-ce que c'est plus important de faire la culture nous-mêmes ou bien d'acheter la plante carrément chez un herboriste et l'utiliser, d'après vous? Ça, c'est une question que je... Aujourd'hui, Parce que moi, vu ma fonction, je fais... oui. Pour moi, c'est important. Je vous ai dit, moi, vu ma fonction, je suis... c'est par rapport à quoi? Aujourd'hui, il faut mettre en place ce système de pharmacopée, de registre et vendre les produits. Par exemple, une solution viable pour faire tourner la plateforme. Donc, c'était l'une des questions qui était posée pour dire sur ce que Maxime disait auparavant. Il faut un système économique viable. Donc, il faut dans tous les cas vendre les produits. Au-delà de ça, quand on pense en tant qu'humain, en tant qu'Africain et consommateur, il faut que chaque Africain aussi, chaque personne ait à sa portée au moins 2-3 plantes médicinales à la maison. S'il doit aller acheter à la 4e à la pharmacie, c'est pas grave, mais au moins qu'il puisse avoir déjà quelques plantes. Après, sur le côté bio, c'est indispensable. Pourquoi c'est indispensable? Parce que dans mes petites recherches, je me suis rendu compte, et d'après ce que mon oncle me disait aussi, que les plantes ne peuvent pas être cultivées, comme on dit, en randonnion. C'est-à-dire, on ne peut pas faire 50 hectares d'artémisia. La plante va perdre de sa puissance. Il faut que toutes ces plantes-là, aujourd'hui, qu'on veut utiliser, vivent dans une biodiversité. Dans une biodiversité, c'est-à-dire que l'artémisia, elle a besoin d'à côté, je ne sais pas, j'ai une bêtise, j'ai pas le nom des plantes, mais elle a besoin d'une autre plante pour exister, parce que cette plante-là va attirer tel ou tel insecte. Cet insecte va polliniser l'artémisia, qui va aller polliniser une autre espèce. Et toutes les plantes, d'ailleurs, doivent vivre dans cette biodiversité-là. Je vous conseille de voir ce qui est fait en permaculture. Donc, il y a plein de vidéos sur ça sur Internet, sur YouTube. En France, on est pas mal avancé sur ça. Il y a beaucoup de gens qui le font et vous avez beaucoup d'explications sur la biodiversité et l'importance de la biodiversité. Donc oui, le bio, c'est indispensable. Même si on ne l'utilise pas en tant que label, parce qu'en France, c'est un outil marketing, mais il faut que nous, dans nos assiettes et dans nos tisanes, tout soit biologique. Merci beaucoup, merci Johan, merci Siam pour la question. Je reprenais avec le docteur Karl sur l'importance de 3 questions par rapport à la plateforme, sur quel usage qu'on pourrait faire de cette plateforme-là, les informations qu'elle doit contenir, et ensuite le modèle économique pour la rendre viable et surtout durable. Je vous laisse vous exprimer. Ensuite, Michel pourra présenter la plateforme et on pourra critiquer Michel pour le travail. Ok, merci Maxime. Je ne peux pas aujourd'hui commencer sans dire un grand bravo à Johan pour le travail qu'il fait. J'ai été assez touché et aussi ravi de voir que il faut sortir de notre confort pour réaliser que plein de personnes partagent les mêmes visions que nous. Et donc, c'est le cadre ici de pouvoir échanger et collaborer. Et personnellement, je suis ravi du travail qu'il fait. Et j'aimerais autant le rassurer que
tout début est difficile. Mais nous devons garder foi parce que nous rêvons d'une fin noble et d'une fin agréable pour les nôtres. Je fais en parallèle un travail dans ce sens qui viserait un jour à pouvoir s'approvisionner en plantes médicales améliorées dans une officine de la même façon qu'on s'approvisionne en produits pharmaceutiques. Qu'on arrive un jour à ce que lorsqu'on rentre chez le pharmacien pour prendre un produit, par exemple quand on souffre d'une maladie chronique, que le pharmacien soit en mesure de donner des conseils nutritionnels, mais bien au-delà de cela, de proposer des contenus nutritionnels pour accompagner la prise de ces médicaments-là. Parce que le traitement, c'est un ensemble. Il faut un peu tout pour arriver à bout d'un certain nombre de pathologies. Je me rappelle, à mes débuts, j'avais effectué une mission humanitaire. C'était au Bénin, vers la région du Sakété. Et c'est là que je me rendais compte que les gens connaissaient le diabète et les gens arrivaient déjà à diagnostiquer le diabète et les gens l'appelaient la maladie de l'urine sucrée. Et j'avais demandé, mais pourquoi c'est une maladie de l'urine sucrée? Et les gens me disent, mais regardez, lorsque la personne urine, eh bien, il y a des mouches qui viennent se poser. Et effectivement, quand on a fait le test pour ces personnes-là, leur glycémie était élevée. Et donc, cette personne avait le diabète. Et donc, on a approfondi un peu les recherches pour chercher à savoir, mais comment est-ce qu'ils soignaient? Et donc, ils nous ont montré des plantes. Et figurez-vous que ce sont des plantes très amères. Et donc, les médicaments aujourd'hui utilisés contre le diabète, à part l'insuline qui est généralement utilisée pour des cas de diabète insulinodépendant, il y a des cas de diabète qu'on appelle le diabète gras qui ne dépend pas de l'insuline. Et donc, les médicaments qui sont utilisés sont des molécules très amères. C'est-à-dire que si vous prenez un médicament de diabète, c'est un médicament qui est très, très amer. Et on fournit un effort monstre pour pouvoir l'enrober, pour lui donner, pour lui faire perdre un peu de son amertume. Et j'ai été personnellement très sidéré par le fait que, eh bien, le diabète se soignait par les plantes. Donc, merci Yohan pour ce que vous faites et je suis persuadé qu'ensemble, nous y arriverons parce que, comme on le disait hier, nous avons besoin d'être en bonne santé. Et quand on est en bonne santé, eh bien, on a l'esprit amène de réfléchir et donc de produire. Et produire, c'est développer son environnement et c'est développer son pays. Donc, il y a un lien. Il y a un lien entre l'état de pauvreté et l'état de santé. Il y a aussi un lien entre la nutrition et l'état de santé. Et vous avez évoqué un point qui m'a aussi beaucoup plu, c'est les plantes vivent en harmonie. Une plante apporte un élément nutritionnel à la terre dont une autre plante en a besoin. Et donc, mettre des engrais dans la terre, forcément, ça améliore, amplifie la productivité, mais on perd un peu de la diversité et on perd un peu de la richesse de la terre, alors qu'il nous suffisait tout simplement, nos parents le savaient très bien, nos aïeux le savaient très bien, c'est alterner les types de plantes selon les saisons et ne pas laisser la terre sans rien du tout. En se disant que l'alternance entre les plantes permettait de donner de la richesse à la terre. Vous voyez, donc, c'est deux éléments sur lesquels j'aimerais vraiment revenir pour dire que c'est avec beaucoup de plaisir que je vous ai écouté. Et notre consoeur Siham aussi, oui, bien sûr, je pense que, et je suis persuadé que c'est ce que Yohan est en train de faire qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on plante, il faudrait
que nous soyons ceux-là qui récoltent, parce que même pour certains types de plantes, je prends le cas de l'artémisia par exemple, la façon de récolter aussi permet de conserver l'artémisine, qui est la substance qui lutte contre le paludisme. Donc, ceci dit, il faudrait que nous prenions la chose à bras-le-corps et de bout en bout, du début de la production jusqu'à en arriver à des plantes améliorées pour pouvoir les retrouver dans des instances de vente. Donc, c'est juste une petite digression, Massim, je m'excuse. On va en revenir à ta question, mais je tenais quand même à intervenir là-dessus. Donc, effectivement, nous avons commencé la réflexion hier sur comment est-ce qu'on voyait cette plateforme. Et à force de structurer les choses, je vais être très bref. Je voyais cette plateforme je dirais, en un lieu où tout public peut venir prendre des conseils nutritionnels, recevoir des remèdes maison sur base de plantes. D'accord. Tout simplement. Deuxièmement, nous avons des efforts qui ont été fournis. Dans nos pays, nous avons des plantes traditionnelles améliorées qui ont déjà une autorisation de mise sur le marché, qui sont dans des pharmacies et qui sont utilisées au même titre que des produits pharmaceutiques. Ce serait aussi intéressant que lorsqu'on accède à cette plateforme, que l'on puisse, si on a envie de s'approvisionner en ces produits, de savoir vers qui s'adresser, par exemple, pour y avoir accès. Qu'est-ce que ça contient et comment se l'approvisionner. Ceci dit, cette plateforme pourrait permettre à qui veut acheter, de la même façon que je pars sur Amazon pour acheter des produits, je peux aussi aller sur cette plateforme-là pour acheter des produits qui sont déjà homologués dans des pays et qui sont commercialisés. On pourrait peut-être être confronté au fait que selon le pays où on est, la réglementation ne reconnaît peut-être pas le système réglementaire du pays qui produit cette plante-là. Et donc, il appartiendra à nous qui mettons en place cette plateforme de considérer ces mesures-là et de pouvoir trouver des approches et des solutions. Et troisièmement, je verrai aussi cette plateforme-là pouvoir accéder à des vidéos où les praticiens expliquent comment est-ce qu'il faut préparer la plante pour pouvoir avoir l'objectif thérapeutique attendu. Aussi, on sait qu'il y a déjà des livres qui ont été développés et qui proposent pas mal de plantes avec des informations sur leur utilité ou autre. On peut le voir aussi, on peut voir cette plateforme-là comme un canevas où on y accède et puis ça peut nous orienter vers des liens qui nous ramènent directement vers ces livres qu'on peut lire et se documenter. Donc ça, c'est la partie libre accès pour tout le monde. Bien entendu, on pourrait avoir également un droit d'accès différencié, contrôlé pour des personnels soignants ou pour des tradis praticiens qui siègent dans un corps de tradis praticiens reconnus par des pays comme tels. Et donc, là-dedans, effectivement, on pourrait avoir la pharmacopée africaine, les pharmacopées africaines, les monographies des plantes, et donc, il y a encore beaucoup plus de vidéos, d'enseignements sur comment est-ce qu'on s'y prend pour pouvoir produire
de bout en bout, depuis la phase d'agriculture, de semences, jusqu'à la phase de conception de plantes traditionnelles améliorées en vue d'un dépôt pour une demande d'autorisation de mise sur le marché. Je vois aussi ça comme un cadre où des acteurs privés et investisseurs qui sont convaincus, qui sont des passionnés d'Afrique, qui sont convaincus que l'avenir des soins en Afrique réside en cela, puissent interagir avec des praticiens de renommée pour construire ensemble des projets qui peuvent être que les concepteurs de la plateforme peuvent bien accompagner pour aboutir à l'élaboration de plantes traditionnelles améliorées. Donc, voilà quelques points que je peux citer voilà, pour le moment. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette contribution. Je vais laisser le docteur Siritio compléter un peu dans cette même logique et Michel interviendra. Je pense que Dr Karl a vraiment fait un petit peu le tour de ce qu'on attend et même au-delà de ce que j'avais imaginé, effectivement, j'avais pas pensé aux vidéos, j'avais pensé plutôt à une banque de données des différentes plantes traditionnelles avec leurs vertus et leur parfois toxicologie, voir quelles plantes sont toxiques en fonction aussi des pays où ces plantes peuvent être poussées. Je ne sais pas si toutes les plantes poussent partout dans tous nos pays pareil et quelles sont les vertus en fonction des pays, mais effectivement rajouter à cela un annuaire des tradis praticiens en fonction du pays, je pense que c'est quand même une excellente idée pour des gens qui voudraient vraiment approcher ces gens-là pour pouvoir aller plus loin dans certains projets avec eux. Et effectivement, comme on l'avait un petit peu souligné tout le monde hier, peut-être avoir 2 accès. Et puis, je pense, surtout, c'est de réfléchir à partir de cette base de données, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que c'est pour que chacun puisse connaître effectivement les vertus de toutes ces plantes et de pouvoir les cultiver dans son jardin? Ou est-ce que quelque part, par ailleurs, on veut une filière comme la médecine, je reviens encore une fois, comme la médecine chinoise, où il y aura une médecine traditionnelle, où il y aura vraiment une documentation qui sera comme une base pour former des tradis praticiens, on dirait même plus des tradis praticiens, des praticiens de la médecine africaine, des médecins de la médecine africaine, selon une filiale comme parallèle à la filiale médicale. Et dans cette plateforme, donc toutes ces bases de données pourraient être un socle comme pour pouvoir la formation en fonction effectivement des vidéos, des plantes, de tout le contenu sur la manière même de soigner africaine qui sera peut-être plus du côté pour vraiment ceux qui seront peut-être inscrits à un module, mais ça serait peut-être dans un second temps. Mais effectivement, dans un premier temps, moi, je trouve que Dr Karl a vraiment fait le tour de la question, à mon avis. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que, Michel, c'est le moment de partager le travail qui a été fait en amont d'un point de vue informatique pour commencer à montrer un peu ce à quoi pourrait ressembler une plateforme. Je peux partager si tu veux. Bonsoir à tous. Vous voyez mon écran partagé? Oui, mon écran est en ligne. OK. OK, parfait. Donc, sur la base des discussions d'IA et des premières idées proposées, nous avons maquetté très rapidement quelque chose qui est encore très imparfait et qui va certainement être amélioré et vivre au fur et à mesure des contributions des uns et des autres.
Et donc, c'est dans cet esprit de co-construction et d'intelligence collective que nous allons arriver à avoir une plateforme qui répond plus ou moins en tout cas aux attentes des uns et des autres. Un truc tout simple, hein, pour l'instant, ce que nous avons, justement par rapport à ce que viennent d'évoquer Dr Cal et Siritio, eh bien ici, nous avons prévu sur la page d'accueil de comment nous imaginons la plateforme pour une interaction mobile, pour le coup. Sachant qu'aujourd'hui, 90%, 95% même des interactions aujourd'hui se font sur mobile. Nous nous sommes concentrés sur une maquette mobile. Et donc ici, un accès justement prévu pour les spécialistes, les professionnels de la santé, les praticiens de la médecine africaine qui pourraient accéder à une zone réservée, plus riche en contenu, en informations, très spécialisée pour eux. Voilà. Nous n'avons pas développé davantage pour l'instant le contenu et sa structuration. Ensuite, en termes de fonctionnalités toutes simples, l'application permet, par exemple, de reconnaître une plante lorsqu'on est en face de la plante, de scanner la plante pour la reconnaître et ensuite avoir accès aux vertus de la plante. Donc, tout simplement, en centrant l'objectif de son téléphone sur la plante et donc capter, scanner la plante en face de soi et du coup accéder une fois que l'outil tourne et fait une sorte de reconnaissance sur la base d'imagerie, affiche donc donne accès à la description de l'application. Dans la description de l'application ici présente, la description de la plante ici présentée, les propriétés de la plante, les usages en termes d'usage en tout cas pour se soigner lorsque c'est possible, et des infos plus avancées sur la plante, notamment sur où est-ce qu'on trouve la plante, qui sont les praticiens peut-être, en tout cas les lieux de vente autour de soi où on peut se procurer cette plante-là, et aussi voir par exemple où, en tout cas sur une carte géographique, où en Afrique, essentiellement, bien cette plante, en tout cas cette variété de plantes, est produite un peu partout et pouvoir aussi partager. Donc, il y a une possibilité une capacité de partage de l'information sur les réseaux sociaux lorsqu'on a accès, bien sûr, à une information qui est, je dis, qui est sommaire et publique. Donc, voilà un peu un des usages. L'autre usage, nous avons pensé, en tout cas, pouvoir rendre la plateforme accessible à une majorité d'Africains. Et dans ce contexte-là, nous avons rajouté deux possibilités de chercher de l'information. Donc, en plus de reconnaître, de scanner une plante physique devant soi pour la reconnaître et accéder à ses propriétés, eh bien, c'est possible, du coup, via une barre de recherche, de saisir un nom de plante pour accéder à sa fiche, ou encore bien de faire une recherche par commande vocale. Ce que nous imaginons ici via la commande vocale, eh bien, c'est imaginer la possibilité de pouvoir faire une recherche avec des commandes vocales en langue locale, en Wolof, en Bambara, machin autre, et d'accéder à du contenu qui lui aussi serait consultable avec des bandes sonores audio en langue locale pour élargir le champ d'accessibilité des informations que nous partagerons sur la plateforme. En dernier point, à partir d'une fiche d'information sur une plante, eh bien, c'est possible d'accéder à une communauté pour échanger, discuter, partager des astuces, des trucs et astuces autour de la plante, de poster des informations et donc de partager un peu toute la richesse de connaissances que l'on peut avoir un peu partout autour de cette plante-là, un peu partout en Afrique et ailleurs. Nous avons prévu également une sorte de un mini Wikipédia qui permettrait, pour le coup réservé aux spécialistes, aux praticiens, qui leur permettrait du coup de partager de nouvelles plantes avec leurs vertus, et leur partage serait soumis du coup à une sorte de revue par les pairs qui validerait leur contribution, et une fois que cette contribution est validée, une partie des informations qui peuvent être rendues publiques serait accessible au large public et l'autre partie serait réservée aux spécialistes, aux praticiens, aux médecins qui peuvent
consulter cette information-là. Alors, globalement, du coup, je crois, à ce stade, voilà un peu les tendances que commence par prendre rapidement l'idée de cette plateforme digitale. On imagine bien qu'il y a pas mal aussi d'autres idées qui concourront à l'améliorer. D'ailleurs, j'en ai noté quelques-unes sur les différentes interventions de mes prédécesseurs. Et nous mettrons certainement, en tout cas, avec Maxime, nous publierons sur le lien pour vous permettre d'aller aussi faire un peu joujou avec. Donc, c'est une maquette qui est interactive. Donc, vous allez pouvoir vous amuser un petit peu avec et nous faire vos retours, vos ressentis et tout ce qui peut être amélioré sur cette maquette d'une future plateforme à laquelle nous aboutirons. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Michel. C'est une belle présentation. Donc, on va laisser les gens commenter. Vous avez le droit de dire c'est pas bien aussi, mais vous avez le droit d'apprécier ce qui est bien et surtout moi-même, on prendra note de toutes les remarques pour essayer d'en faire quelque chose de plus riche et de plus intéressant pour tout le monde en prenant en compte le besoin des professionnels et le besoin aussi d'élargir la base des gens qui pourront avoir accès à cette plateforme-là. Je voudrais simplement revenir sur une partie de la question, c'est-à-dire la troisième partie qui consiste à dire, c'est bien qu'on a une plateforme, mais au fond, comment est-ce qu'on va la faire vivre et comment est-ce qu'elle sera durable dans le temps? Quel est son modèle économique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Michel, tu peux arrêter le partage comme ça, ou tu donnes la main à quelqu'un. Ouais. C'est bon? Oui. Le modèle économique de la plateforme, pour moi, elle doit être marchande. Ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, je pense qu'un système qui est basé sur la gratuité ne fonctionnera pas. Il faut à un moment donné pouvoir. C'est ce qui manque à notre industrie en Afrique, hein, c'est que on ne veut pas injecter d'argent en général. On croit que ça va être tout doit être gratuit. Non. Aujourd'hui, il faut que la plateforme elle génère de l'argent. Donc, il faudrait que cette plateforme puisse vendre les produits, peut-être qu'il y ait de la publicité dessus, attirer les annonceurs. Excusez-moi, je suis en train de réfléchir en même temps parce que j'ai vu je vois l'application et je me dis, moi, c'est comme ça que je vois les choses depuis un moment. Il ne faut pas se forcer à inventer forcément un nouveau support. Peut-être qu'il faut utiliser un support aussi, ou en tout cas à côté, pour pouvoir promouvoir et chercher du passage. Il y a YouTube pour moi qui est aujourd'hui un outil formidable pour vendre et pour partager de l'information. Donc je pense que en parallèle, une chaîne YouTube justement où on pourrait montrer comment planter, comment se soigner, où les praticiens pourraient faire plein de vidéos et renvoyer directement pour plus d'informations ou pour l'achat sur la plateforme. Je pense que comme ça, on pourrait faire vivre la plateforme. En tout cas, il faut qu'il y ait un flux de passage sur la plateforme. D'accord. Merci beaucoup, Johan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir à la suite de Johan et la suite de la présentation de Michel? Oui, moi, je voudrais intervenir. J'ai vu la plateforme. Ça a été vraiment bien pensé, réfléchi. Au cours de la journée, j'y ai pensé. Je pense qu'on doit revoir un peu les accès. Puisqu'on parle de digitalisation, c'est dire qu'il n'y a plus de frontières. Donc, faire un accès personne publique et un accès
tradis praticiens et tout, je pense que c'est bien, mais dans la faisabilité, je pense que ce sera comme si c'était en ciel ouvert, en fait. Je vais expliquer en étayant avec une toute petite vidéo que j'ai vue sur Facebook. Un père qui avait des œufs de Pâques pour sa fille et il les a cachés dans le jardin. Il lui a dit, va chercher les œufs de Pâques. Elle lui a dit, mais c'est trop facile, l'année passée, c'était trop facile. Et il les a enfouis dans le sol où la petite ne pouvait pas les trouver. Et là, elle est revenue avec des œufs de Pâques, comme maman. Et sa mère lui a demandé, mais comment tu as fait? Tu sais où ton père les a cachés? Elle dit non, mais sa carte de crédit, ici. Donc, vous voyez, si les enfants peuvent savoir même où se trouvent les cartes de crédit de leurs parents, les accès, je veux dire les accès pour les personnes du métier peuvent être connus par leur famille, par leurs enfants, par leurs amis. Et donc, les informations qu'on veut, je ne vais pas dire cachées, mais qu'on veut enfouir dans ces espaces-là, on pourra les retrouver sur la place publique. Et Alors, on a des exemples avec le coronavirus où il y avait des informations vraiment très cachées, mais qui ont été divulguées sur Internet et qui étaient sur tous les portables. Donc, moi, j'y ai réfléchi et j'y réfléchis encore pour les accès. Alors, juste pour répondre, en fait, on est parti par rapport à la discussion d'hier, et que pour éviter d'avoir par exemple des plantes qui Oui. sont peut-être connues de tous, mais qui ne sont pas encore validées par une autorité d'un pays ou dont il n'y a pas un peu une sorte de consensus dessus, on voudrait que cette information existe dans la plateforme comme banque de données, comme une base de données. Cependant, l'accès à cette information-là est une information avec des mots de passe, avec un accès bien précis, ce qu'on appelle la discrimination des rôles pour chacun par rapport à la plateforme. C'est un peu pour ça, en fait, pour éviter de donner des informations, on va dire, sensibles, qui ne sont pas encore vérifiées. Exemple, vous savez que certaines plantes, comme disait le professeur Avoni, elle peut soigner, mais elle peut aussi être toxique. Et donc, du coup, si cette information-là, la façon dont elle peut être toxique ne doit pas être à la portée de tout le monde. C'est pour ça que l'information, même pour une plante, elle est scindée en deux pour les professionnels de santé parce que c'est leur métier, ils ont besoin d'avoir l'information la plus complète dessus. Par contre, le grand public, le simple utilisateur qui veut juste faire sa tisane ou se soigner très rapidement, il n'a pas besoin de lire une publication d'une thèse. En fait, c'est pour ça. En fait. C'est pour ça qu'on essaye de discriminer les entrées. Mais on peut tout à fait garder la même entrée, mais discriminer le contenu aussi, Michel, n'est-ce pas? Je pourrais parler, c'est ta dernière tour. Oui, allez-y. Allez-y. Allez-y, Madame Mentor. Oui, d'accord. Donc, je pense que la maquette du collègue est vraiment, comme elle avait dit, sérieux. Elle est très, donc c'est très pensé et très réfléchi. Ça m'a vraiment plu. Pour l'accessibilité, je pense qu'il faut que ça soit partiel, comme vous l'avez dit. Il y a une partie des renseignements qu'on peut divulguer pour les personnes qui ne sont pas du domaine, qui ne sont pas spécialistes. Et certaines informations, par exemple pour les plantes toxiques et tout, donc là, il faut faire attention et il faut laisser uniquement pour le personnel spécialisé, pour les praticiens, les personnes du domaine. Parce qu'au moins, comme ça, on est sûr de ne pas avoir de problème par rapport à ça. Voilà. Donc, mais sinon, c'est-à-dire côté, c'est-à-dire plateforme et maquette, c'était très, très intéressant. Voilà. Et pour l'accessibilité, il faut que ça soit partiel. C'est-à-dire, il y a des personnes quand même qui veulent rentrer dans la plateforme pour avoir des informations. Il ne faut pas les priver pour certaines plantes, mais pour d'autres plantes, il faut donc que ça soit pour des personnes bien, c'est-à-dire du domaine. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Dans la présentation, Oui.
une dernière partie qui était sur la partie wiki. Est-ce qu'on peut bien expliquer cette partie-là? En quoi elle consiste? Est-ce que c'est comme un Wikipédia où tout le monde peut mettre n'importe quoi comme information ou c'est réservé à une certaine personne, à d'autres, une catégorie de personnes qui s'y connaissent un peu? Alors, donc pour rappel, on imagine aujourd'hui, en tout cas sur cette plateforme-là, Je disais, je pourrais hein, mettre des infos sur oui. Internet et puis la remettre là-bas en disant que voilà, elle est vraie. Comment est-ce qu'on se prémunit comme ça? Alors, pour se prémunir, du coup, on devra bien entendu imaginer différents mécanismes pour valider l'efficience et la véracité de l'information qui est diffusée, qui est partagée. Et un des mécanismes qu'on peut imaginer de prime abord, c'est la revue par les pairs, comme je l'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ouvre un accès uniquement que pour les spécialistes pour pouvoir poster de nouvelles informations, de nouvelles données sur les plantes. Et leurs collègues homologues qui sont sur la plateforme, du coup, vont donc censurer ce contenu-là ou pas. Et seulement après cela, après un accord du collège de spécialistes de la plateforme, et bien seulement après cela, que l'information peut être rendue publique si elle peut être diffusée, accessible au public. Donc, ça permettra justement de se prémunir contre de fausses informations ou n'importe quoi sur la plateforme, des informations qui peuvent présenter des dangers pour le public. Mais c'est une façon, parmi tant d'autres en tout cas, qu'on pourra imaginer à l'avenir, de censurer tout le contenu qui est partagé et qui est accessible sur la banque de connaissances. Mais on imagine de toute façon que de prime abord, le contenu que nous allons pouvoir justement partager sur la banque, ce serait du contenu homologué, déjà au niveau local de chaque État, voire reconnu par des instances de santé ou par l'OMS, et qui sont d'usage courant dans différents pays. Donc, ces contenus-là, c'est des informations sur des plantes connues, maîtrisées, d'usage courant et qu'il n'y a pas trop de risques là-dessus. Et lorsqu'on quitterait ce périmètre et qu'on viendrait à partager de nouvelles informations, de nouvelles connaissances sur des plantes améliorées, eh bien, il faudrait, à mon sens en tout cas, prévoir un processus de censure par les pairs. D'accord. En tout cas, c'est bien compris. Je vais poser une question au docteur et aux pharmaciens. On parle il faut que la plateforme soit autonome d'un point de vue financement, d'un point de vue modèle économique. Et Loan parlait de plateforme marchande qui pourrait servir de lien entre différents acteurs, entre ceux qui ont envie d'avoir la plante et ceux qui s'y connaissent pour pouvoir générer du trafic économique dessus. Est-ce qu'on peut imaginer aussi pour les spécialistes, les professionnels, qu'il y ait une sorte d'abonnement pour consommer l'information qui sera plus spécialisée, plus pointue, par exemple, sur une plante, qu'il y ait des publications, qu'il y ait des études, j'ai dit n'importe quoi, je ne suis pas spécialiste, toxicologiques ou d'autres études dessus. Est-ce que est-ce que vous, en tant que spécialiste, si la plateforme est suffisamment solide, est-ce que vous êtes prêt à payer un abonnement pour avoir ce type d'information? Dr. Karl ou Dr. Serretio? Ok, merci Massim. Tout d'abord, félicitations pour la présentation de Michel. Je suis assez impressionné de voir en 24 heures ce qu'il nous propose comme plateforme, bien pensé, avec cette possibilité d'aller faire une capture en image d'une plante et de pouvoir en arriver à sa composition. Donc, ça, clairement, c'est très bien pensé et je trouve que c'est très bien. Et comme Élisée l'a dit, au regard des différents apports qui ont été faits tout à l'heure, soit par Johan ou par
Dr Serritio, par d'autres, ils pourront donc continuer à améliorer la plateforme. Je me demande aussi si l'une des idées de la plateforme pourrait pas être aussi une approche maladie. Vous savez, la question aussi qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne va consulter une plateforme? C'est peut-être pour avoir des réponses. Et les réponses à quoi? À des problèmes. Et les problèmes sont généralement des problèmes de pathologie auxquels on a envie de trouver des solutions. Et si on prend la suite, enfin, si on prend le cours logique de la maladie et des traitements, le malade va voir le médecin et le médecin prescrit des traitements. Et donc ensuite, le malade va voir le pharmacien pour recevoir ces traitements. Donc, on peut prendre ce cours-là et aussi valoriser ce cours sur cette plateforme. C'est-à-dire que je peux venir avec une approche maladie et je rentre sur cette plateforme et je me dis, bon, quand on a des maux de tête, qu'est-ce qu'il nous faut comme plante? Et je rentre sur cette plateforme dit, si tu as des maux de tête, il te faut telle plante. Maintenant, selon ma position géographique, la plante m'orienterait plutôt vers telle plante et pas l'autre, parce que l'autre n'est peut-être pas produit là où je suis. Aussi, un autre élément, la plateforme pourrait me dire, parmi les plantes disponibles, il n'y en a que 2 qui sont sous forme de plantes médicales améliorées, c'est-à-dire que reconnues par l'État. Ceci amènera donc du coup les tradipraticiens à s'investir encore plus pour ramener leurs produits à terme à l'enregistrement par les autorités. Donc, il y a un effet d'incitation indirecte pour promouvoir la production. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais l'idée, c'est que je n'ai pas à aller chercher d'abord quel est le nom de la plante avant de pouvoir dialoguer avec la plateforme. C'est-à-dire, je peux venir avec une approche maladie, j'ai telle pathologie, et donc la plateforme pourrait m'aider à aller vers des plantes et selon ma position géographique, me dire c'est telle et pas telle. J'insiste aussi sur un élément que Johan avait évoqué, qui est dans l'offre, il faudrait que l'offre soit exhaustive, que l'on parte de la semence jusqu'à la plante. Et donc, on serait intéressé de savoir qui veut savoir comment est-ce que ça on sème et tout. Ce n'est pas l'utilisateur. Ce n'est pas forcément l'utilisateur, mais c'est beaucoup plus le partenaire privé qui veut, par exemple, investir dans le développement d'une plante médicale améliorée qui pourrait être intéressé par ça. Donc, cette séquence d'informations aussi peut être commercialisée, c'est-à-dire que ce n'est pas gratuit parce qu'il y a un travail d'agriculteur et un travail de tradipraticien et donc ce partage-là peut être monétisé. Revenons sur la viabilité de cette plateforme. Je rejoins Johan, c'est-à-dire que si je suis pharmacien, qu'est-ce qui ferait que j'irai sur cette plateforme? Ce qui fera que j'irai là, c'est si je veux investir dans le développement d'une plante médicale améliorée. Et que je sais que si j'en arrive à son homologation, cela voudra dire que ce produit peut se retrouver dans toutes les pharmacies du pays et donc ce produit peut être vendu.
Et donc, il y a un intérêt économique derrière. Donc, bien sûr, si je suis, par exemple, au Maroc et que je veux reproduire ce qui a été fait au Burkina Faso, je peux accéder sur cette plateforme pour recueillir les études toxicologiques qui ont été réalisées là-dessus et connaître le protocole à mettre en œuvre pour le faire chez moi au Maroc, par exemple. Donc, je ne pars pas de rien du tout. Cette plateforme me permet de partir d'un travail qui a été déjà fait, mais aussi cette plateforme me permet d'échanger avec des spécialistes qui font la même chose, mais ailleurs. Et ce qui me permet de renforcer ce que je suis en train de faire et d'améliorer ce que je suis en train de faire pour me permettre d'atteindre l'objectif. Donc, indirectement, nous allons inciter les gens derrière un intérêt tout partant d'une passion pour leur travail, mais un intérêt aussi économique derrière pour promouvoir le développement des plantes traditionnelles améliorées. Et laissez-moi vous dire, lorsque ces produits sont enregistrés dans les pays, si je suis un pharmacien, que je reçois 2 patients qui me demandent un produit et que je leur dis que je n'ai pas, la 3e fois, je vais m'abonner sur votre plateforme pour voir comment je peux faire pour l'avoir dans mon officine. Et si je suis un médecin et que je suis un patient qui a pris ce produit et pour qui ça va mieux, je vais m'intéresser à ce produit. Mais au-delà de ça, je vais m'intéresser au site, à la plateforme que le patient est parti consulter et qui a abouti à cela. Donc, ceci voudra dire que j'aurai plus tendance aussi à commencer par prescrire les plantes traditionnelles améliorées. Et si nous arrivons, ne serait-ce que à franchir ce cap-là, on aura gagné une partie du combat. Parce que plutôt que de prescrire des produits pharmaceutiques finis, eh ben, on aura une génération de médecins qui commenceront par prescrire des plantes traditionnelles améliorées. Donc, c'est un peu ce que je pense par rapport à ça. Bah, merci pour cette intervention. Effectivement, Michel, il faudra peut-être revoir le parcours pour l'expérience client. Effectivement, parce que la barre de recherche, on pourrait éventuellement faire un parcours différent en disant, ben, moi j'ai tel symptôme ou je sais que je le palue et etc. Et qu'est-ce que je dois faire ou quelle plante pourrait me soigner. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est parti sur le fait qu'on part de la plante, mais effectivement, on pourrait repartir de l'autre bout de la chaîne pour revenir à quelle plante il me faut. Parce que là, on est parti du postulat que la personne connaît la plante qu'elle cherche. Donc, effectivement, merci, c'est vraiment une très belle remarque. Et puis, je pense que Michel a tout noté pour y remédier à cette, ou encore à rajouter cette option supplémentaire. Je reviens aussi sur l'aspect monétisation qui est très important. Et c'est vraiment ça qui va faire que la plateforme va durer, qu'il y a plus d'adhésion, c'est qu'elle soit financièrement viable et que parler des plateformes marchandes, parler de monétisation, pour effectivement, on attire des investisseurs avec une homologation, puisque finalement, l'homologation, c'est le signe que on peut vendre cette plante-là, vendre cette substance-là dans différents circuits de distribution et donc générer des revenus économiques. Il n'y a pas d'autre façon d'avoir des investisseurs que de leur dire j'ai un projet et je suis capable de vous montrer que ça génère des revenus et surtout de pouvoir le faire. Et c'est comme ça qu'on attire les investisseurs. Ils n'ont pas par la pitié, ils n'ont pas parce qu'on est plus beau parleur qu'un autre. Parce qu'à la fin de la journée, on tape au portefeuille et il faut être très, très
vigilant et très sérieux là-dessus. Et donc, je pense que c'est vraiment deux éléments assez importants sur lesquels il faudra insister et réfléchir pour bien affiner le modèle économique. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voudrait rajouter quelque chose d'autre. Arman. Bon, si je dois rajouter quelque chose, c'est dire, est-ce qu'on pourrait penser à un type de modèle économique? Parce que ce modèle, aujourd'hui, Arman, on a je trouve tout ce qui a été dit très... Arman, Vous m'entendez? vas-y, on a un tout petit problème. Allô? C'est mieux maintenant. Je pense qu'on a un problème de communication. Vas-y, reprends. Je pense qu'on a un problème de communication. Vas-y, reprends. Ok. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Ok. Donc, je suppose que vous m'entendez. Je vais y aller. Maxime, fais-moi un doigt si c'est bon. Ou... Ah, ok, super, super. Donc, je disais, sur la plateforme aujourd'hui, de ce que j'ai compris, c'est que, voilà, il y a tout le process. Donc, je disais, sur la page qui Maxime, il y a tout le process pour pouvoir la forme d'un abonnement, peut-être, mais avoir l'input financier viendrait des professionnels. C'est ce que j'ai compris. Hein. Est-ce que vous me confirmez que c'est bien ça? Maxime, ton micro est éteint, je ne t'entends pas. Pardon. Bah, c'est des hypothèses de rentrée. Il y a aussi un retour d'écho. Je vais mettre en mute. Voilà. C'est mieux là? Voilà, c'est mieux comme ça. Je disais que ce que tu viens de dire, Arman, est une des hypothèses de faire un abonnement pour les professionnels qui pourraient avoir un intérêt à trouver des informations plus pointues, des études qui seraient intéressantes pour eux. Ça, c'est une façon de faire. La deuxième façon, c'est ce que avait expliqué Johan en début d'intervention, que la plateforme a un aspect marchand. Et dans cet aspect marchand-là, c'est comme si on faisait le lien entre les gens qui veulent se soigner, en fait, qui veulent avoir accès à ces plantes-là, ou les acheter, et ceux qui en possèdent, notamment les tradipraticiens, des centres de santé traditionnels ou mix, ou même des pharmacies. Donc voilà, c'est de trouver ce modèle économique-là qui me paraît assez important. Sinon, ça serait du bénévolat et on retournerait dans les modèles connus et qui n'ont pas fait leurs preuves. D'accord. Donc, moi, j'ai bien écouté tout ce que tout le monde a dit. C'est assez intéressant, tout ça. Maintenant, je pense qu'il faudrait avoir à l'œil un certain nombre de choses. La première chose, c'est au niveau de l'input, les contenus qui vont entrer sur la plateforme. Aujourd'hui, si je suis praticien, pourquoi je viendrais mettre mes recherches, ma contribution sur la plateforme? Ça, c'est la première question qu'il faudrait se poser. Pourquoi je ferais ça? Maintenant, dans un second temps, toute cette information qui est collectée, pour la plupart, même si pour la plupart, c'est des informations grand public, mais l'objectif de la plateforme aussi, c'est d'aller un peu plus loin potentiellement dans tout ce qui est recherche, tout ça. Donc, c'est du contenu un peu pointu aussi, qui est un contenu à valeur ajoutée. Donc, toute cette information-là est stockée où? Donc, faut savoir qu'on est dans un système capitaliste et il y a les firmes pharmaceutiques d'un côté, il y a, disons, je pose pas systématiquement, mais voilà, il y a quelque chose qui se joue là aussi. Et voilà, je pense que tout le monde comprend ce que je veux dire. Donc, toute cette information est stockée où?
si moi je suis tradit praticien aujourd'hui, si on arrive à me convaincre que mon contenu est protégé, tout ça, l'information est stockée où? Ça, c'est la deuxième question que je poserai. Maintenant, sur le modèle économique de façon générale, est-ce que pour pouvoir démarrer plus facilement cette plateforme, est-ce qu'il ne faudrait pas démarrer par un système de dons? C'est-à-dire, il y a un montant symbolique, par exemple, si on part sur le modèle de faire payer les professionnels pour faire marcher cette plateforme-là, il y a un montant symbolique, mais en fonction, chacun donne ce qu'il a envie. Pour garder un peu le côté communautaire et pas business de la chose aussi. Donc, voilà en gros les quelques points qui me viennent tout de suite à l'œil par rapport à tout ce qu'on a dit. Michel, je vais regarder sur le côté économique et tu parleras de la protection des données. En fait, quelle est l'incitation pour un tradit praticien de venir là? D'abord, comme disait Michel, dans la partie wiki, c'est une façon de venir homologuer auprès de ses pairs, enfin en tout cas sa science ou ce qui prétend être en tout cas un médicament qui pourrait guérir. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait. Et puis, d'autre part, on sait que les médicaments qui sont homologués par les institutions d'un pays et qui souvent aussi, on prend toujours l'exemple du Ghana où il y a 700 process médicaments ou plantes qui sont homologués par le pays, par leur organisation de pharmacopée, mais aussi par l'OMS, ont tout de suite plus de des résonances. Mais nous, ce qu'on peut faire dans cette plateforme-là, c'est qu'une fois qu'une plante est homologuée, ce qui intéresse les gens et un investisseur ou même peut-être le tradit praticien d'un point de vue économique, c'est qu'il puisse avoir un circuit de distribution qui fait que ça lui génère des revenus. Donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on est sur cette plateforme-là et qu'on est homologué par les pairs, c'est aussi avoir accès à un marché, comme un réseau de distribution, peut-être pharmacie ou d'autres centres de distribution qui peut lui permettre de toucher à un plus grand un nombre plus important que juste être le tradit praticien de son village ou de sa ville. Donc, il y a bien un intérêt pas que pour donner juste sa science, mais il y a un intérêt à ce que sa science puisse générer des revenus pour lui. Et c'est simplement ce que tout le monde fait quand on dépose un brevet. On n'a pas encore parlé de ça, mais le fait que ça soit juste homologué et que ça existe, pas que nous, on ne fait que reporter l'homologation, mais l'homologation est faite par ailleurs par les institutions dont je parlais, c'est aussi avoir accès à un nombre plus important. On sait qu'aujourd'hui, les tradis praticiens, pas tous, mais en tout cas dans la majorité, sont un peu cantonnés chez eux, dans une communauté réduite. Et c'est ce qui fait que souvent, ils ne gagnent pas forcément toute leur vie aussi. Donc, il y a un intérêt économique à être sur la plateforme pour être diffusé plus largement, donc pour avoir un marché plus large. Je vais laisser Michel pour la partie protection de données. Je pourrais... une question, s'il vous plaît. Oui. Je peux? Juste, Michel, finit la protection de données, je vous laisse la parole. Juste 2 secondes. D'accord. Vas-y, Michel. Oui, donc sur la protection des données, je crois que c'est Amélie qui avait déjà abordé le sujet de la possibilité que, même s'il y avait des accès réservés, bien qu'il puisse y avoir des fuites ou en tout cas accès aux informations confidentielles qui permettent d'accéder à la plateforme. Edmond pose la question de où sont stockées les données, comment est-ce que tout ça est protégé. Alors aujourd'hui, effectivement, je dis la sécurité à 100%, elle n'existe nulle part, hein, clairement et simplement. Pourtant, il existe pas mal de plateformes aujourd'hui qui sont ultra sensibles, qui contiennent des informations ultra confidentielles, qui sont quand même disponibles et accessibles à des publics bien particuliers. Parce qu'aujourd'hui, il existe différentes technologies, différentes techniques qui permettent effectivement de protéger au mieux les informations disponibles sur ces plateformes-là. Donc, en tout cas, c'est très important que les données publiées sur la plateforme soient
ultra protégés. Et donc, en tout cas, tout à fait, dans nos codes, aujourd'hui, de mettre en œuvre les meilleures technologies de protection qui existent, notamment le chiffrage des informations, le stockage des informations chiffrées, même si c'est stocké dans le cloud. Hein. Il y a la capacité de stocker des informations dans les clouds qui sont en Afrique ou ailleurs, et de chiffrer ces informations-là de sorte que n'importe qui aurait accès de manière malencontreuse ou de manière, je vais dire, forcée ou criminelle à l'information ne puisse pas déchiffrer, décoder ces informations-là. Il est également possible de sécuriser l'accès à un public réservé avec différents mécanismes comme ceux, par exemple, de double authentification, c'est-à-dire que je peux posséder le login et le mot de passe, je peux disposer du login et du mot de passe d'un tiers qui, lui, a un accès sécurisé et ne pour autant pas pouvoir accéder à la plateforme parce qu'il me manquerait un second facteur d'authentification que je n'aurais pas parce que je ne suis pas la personne physique en question qui a soit ce second facteur d'authentification qui est sa présence physique, son empreinte digitale ou son iris ou une autre information complémentaire, par exemple son téléphone ou autre chose qui permettrait de sécuriser la connexion qui ferait que même si j'ai le login ou le mot de passe de la personne, je ne peux toujours pas accéder à la plateforme du moment où je ne suis toujours pas physiquement confondu à la même personne qui est censée pouvoir y accéder. Aujourd'hui, tous ces mécanismes existent pour protéger des informations. Cela n'empêche qu'effectivement, oui, même les plateformes les plus sécurisées au monde sont toujours piratables. Mais alors, je dirais, si on part dans ce délit, en fait, c'est simple. On ne ferait rien dans le digital parce que tout peut être piraté. Oui, ben, Michel, merci beaucoup pour ce là. Donc, étant moi-même dans le domaine, je comprends parfaitement tout ce que tu dis. Ben, ce que je voulais relever, en fait, c'est de dire, par exemple, dans le cadre des pays, pour les informations qui sont assez sensibles, par exemple, si on prend le domaine de la santé, tout ce qui est e-santé dans nos pays africains, par exemple, la plupart de nos pays africains prennent les dispositions pour pouvoir faire leur propre data center. Ce qui veut dire concrètement que au niveau de... Aujourd'hui, faites confiance aux GAFA en général ou à des clouds, tout ça. C'est bien beau, mais la sécurisation de la donnée qui est collectée n'est pas forcément effective. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu vas mettre tout ton contenu chez quelqu'un en te disant, bon, c'est quelqu'un de... C'est un process de foi. Tout ce qui se passe derrière, on ne sait pas. Alors que ce type de projet, qui est un projet qui est appelé être continental, représente beaucoup d'enjeux, en fait. Donc, moi, je pose toutes ces questions-là pour qu'on puisse réfléchir un peu plus loin en se disant, dans quelle possibilité on pourrait travailler ce côté sécurité éventuellement, voilà, pour donner plus confiance en fait. Donc, est-ce que par exemple le fait d'avoir un système de stockage personnalisé, est-ce que ça peut entrer dans des enjeux à considérer ou pas? Merci Aman pour cette question. Ouais, je peux intervenir rapidement et après, si M va intervenir aussi. Donc, effectivement, la question de la sécurité, c'est sûr, c'est un point qui sera à creuser et il existe différentes solutions, différents moyens. On ne les aura pas là de suite, on va pas pouvoir les identifier tout de suite là sur place. Ce serait un peu trop facile. Mais je peux te rassurer sur la faisabilité effectivement de la question et c'est une question qui est centrale voilà, pour une plateforme du genre. Il faut absolument que ce soit sécurisé. Et je suis d'accord avec toi, Herman. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Herman, pour la question. Maxime, juste une dernière chose, si tu permets. Oui, vas-y. OK. Donc, tout ça, c'est justement pour dire, tout ce qu'on fait aussi, c'est cette semaine, on a travaillé autour de la pharmacopée, c'est pour pouvoir permettre de mettre la pharmacopée un peu en avant, que ce soit un peu une alternative au système pharmaceutique. Maintenant,
le côté sécurité, tout ça, je veux vraiment insister là-dessus. Parce que si c'est pour faire tout ce travail-là et mettre ça comme on dit, servir le repas pour les films pharmaceutiques, ben, ce serait un peu dommage, quoi. Donc, c'était juste pour préciser ça. Merci. Pas encore actif. Juste comme ça pour bien préciser les choses. Effectivement, c'est vraiment c'est des informations sensibles, c'est des informations de santé, donc sont vraiment très bien. C'est un sujet assez à part entière qu'il faudra traiter complètement. Je voulais juste te rassurer que dans tous les cas, comme disait Michel, il y a toujours, effectivement, il faut prendre toutes les dispositions. Tu parlais des data centers qui sont faits par les pays. Je trouve que c'était une très, très belle initiative. Et si tu voulais continuer dans le doute, je voulais juste te rassurer enfin, te préciser que l'année dernière, l'Union africaine a été piratée alors qu'ils ont des data centers à Addis Abeba par tout ce qu'ils ont fait comme réunion parce qu'ils avaient du matériel chinois. Bon, bref, c'est des aléas, ça arrive et c'est vous dire que effectivement, c'est une leçon, il faut aussi travailler dessus. La sécurité des données privées, c'est très, très important et c'est pas parce que c'est l'Afrique qu'il faudra ne pas le faire. Il ne faut pas aussi... Bon, je voulais juste vérifier, enfin, rectifier quelque chose, si tu me permets, Herman. Ce n'est pas vraiment une alternative à la médecine conventionnelle, elle existerait en tant que telle et non pas en concurrente, mais en complément. Ce n'est pas vraiment l'un ou l'autre, hein. Ce n'est pas une alternative, c'est un apport supplémentaire pour la santé des Africains, de tout le monde et des Africains en particulier. Donc, c'est pas vraiment, c'est pour bien, il y a des gens qui on regarde sur Internet et c'est pas, on n'est pas en train de dire qu'on va substituer la médecine conventionnelle à la pharmacie. Donc, Oui, je suis bien d'accord. voilà, c'est ce que je voulais préciser. Un langage, ouais, je suis bien d'accord. Madame Bentoura, vous pouvez peut-être... Oui, ce que je voulais savoir, j'ai une question. Je voulais savoir, est-ce que la plateforme, elle ne contient que des informations sur les plantes aromatiques avec toutes les parties distinctes, ou bien on peut toutefois on peut ajouter le volet aromathérapie? Parce que nous, on sait qu'il y a certaines plantes aromatiques qui sont huileuses, c'est-à-dire qu'elles contiennent un certain rendement en huile essentielle. Et bien sûr, on sait que les huiles essentielles, elles sont c'est-à-dire 100 fois plus concentrées que la plante en elle-même. C'est-à-dire que c'est la partie la plus concentrée. Et vous savez aussi qu'elles ont des vertus miraculeuses. On pourra aussi, c'est-à-dire donner des informations sur ces huiles essentielles avec toutes leurs vertus thérapeutiques. Et je pense que c'est une façon aussi de faire, c'est-à-dire de commercialiser les huiles essentielles. Et ça nous permettra de rendre la plateforme plus rentable. Parce que si, c'est-à-dire on met des informations sur la plateforme sur le volet aromathérapie, on aura tendance à donc faire une commercialisation des huiles essentielles en ligne. Et ça rapportera vraiment beaucoup par rapport à cette dernière. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui traitent avec les huiles essentielles. Je pense que c'est le traitement des plantes de façon plus large. Donc, je ne sais pas si je vais me contredire le docteur, mais... Parce que des fois, la vertu, elle existe dans l'huile. C'est-à-dire, l'huile, elle a plus de vertu que par exemple, d'utiliser une infusion ou d'utiliser une teinture ou utiliser, c'est-à-dire un autre mode d'extraction. Donc, on peut toujours, moi, mon expérience via c'est-à-dire la pandémie actuelle, donc j'ai fait, c'est-à-dire j'ai utilisé beaucoup plus des huiles essentielles par diffusion. J'ai utilisé la Ravensara, donc quelques gouttes de Ravensara dans le diffuseur et ça m'a permis une inhalation pour cibler le respiratoire. J'ai fait aussi des massages, toujours à base donc de la Ravensara, des huiles essentielles de Ravensara, ou bien des respirations longues, donc c'est des olfactions, et qui nous permettra donc de se protéger contre ce Covid-19.
Et on a utilisé, ça c'est mon expérience, hein, on a utilisé justement la lavande pour se déstresser. On a utilisé aussi la camomille. Donc, je pense que le volet aromathérapie, c'est un volet très important qu'on doit intégrer justement dans la plateforme. Et je sais qu'aussi que la partie volet aromathérapie va rapporter beaucoup pour la plateforme. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées pour acheter des huiles essentielles en ligne. Ok. C'est d'après moi, hein, moi je vous donne mon avis. Non, mais non, mais c'est important. On va, comme on disait, on va, de toute façon, il y a toute une, on essaie de mettre au maximum tout ce qui provient de Voilà. là-dedans. Donc, du coup, je pense qu'il y a peut-être, je ne sais pas, mais je suis quasiment convaincu qu'il y a de la place pour ça dans le futur de cette plateforme-là. Je pense qu'il est 22h40. On a bien discuté de tout cela. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des intervenants, de toutes les contributions qui ont été faites. C'est vraiment, ça a été c'est très enrichissant, y compris il y a ceux qui sont présents aujourd'hui dans le live, mais il y a aussi d'autres contributeurs qui nous ont envoyé beaucoup d'écrits, beaucoup de mails, beaucoup de formulaires qui ont été remplis, certaines fois sur WhatsApp, et tout cela a constitué à nous enrichir pour monter ce talk. Dans la méthodologie que nous déployons, nous sommes au 4e jour. Et le 4e jour, on montre un peu ce qu'on a pu faire comme produit ou enfin un projet assez concret. C'est vraiment l'avant-conclusion. Ce qu'on fait maintenant, une fois qu'on a ce produit-là, à minima, qu'on appelle, je ne vais pas dire un gros mot, mais qui s'appelle un MVP en fait, le produit minimum vital. Et ce qu'on on fait maintenant, on soumet ce produit-là, enfin cette maquette-là, à une ouverture plus grande, en plus de tout ce que les spécialistes ont pu émettre comme critique, on va la soumettre au public globalement pour voir, pour sentir pour avoir un peu leur retour, leur ressenti, qu'est-ce qu'ils pensent, est-ce qu'il y a la possibilité d'adoption ou pas d'adoption, et aussi de pouvoir toujours apporter leur contribution, leur critique et pouvoir, dans un deuxième temps, améliorer le produit en fonction des retours des professionnels et aussi en fonction des retours des grands publics. Donc, ce qui va se passer, on va mettre à disposition auprès dans Facebook pour que tout le monde puisse l'utiliser et faire de retour. Ce qui nous amène à la dernière journée du sprint. Et la dernière journée sera une journée de conclusion. Et dans la conclusion, on va juste voir un peu les retours dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va permettre une libre tribune par rapport à la pharmacopée, par rapport globalement au sujet qui touche l'Afrique, à chacun qui aura 5 minutes pour pouvoir donner sa conclusion personnelle et sa vision de la pharmacopée, de ce qu'elle pourrait, ce qu'elle doit être dans le futur, ce qu'elle pourrait être comme un atout important pour l'Afrique dans le futur. Voilà ce que je peux vous dire sur le programme. Donc, ce sera le dernier jour pour le programme. Ce ne sera certainement pas la dernière fois qu'on se revoit, mais par rapport au sprint, c'est bien le dernier jour pour présenter le produit et récupérer les critiques et les retours de ce que nous avons co-construit ensemble. Et c'est ça qui est important dans cette méthodologie, c'est la co-construction et l'intelligence collective pour aboutir à un produit et aboutir à quelque chose de communautaire. Voilà ce que je voulais vous dire et partager avec vous. Je vais simplement vous remercier pour votre présence, pour votre temps que vous avez consacré. Et on va arrêter le live et
Et si possible, ceux qui veulent rester, discuter un peu, on peut continuer. Mais merci beaucoup à ceux qui nous ont suivis sur Facebook. Merci pour votre soutien. Merci pour les likes et merci pour vos commentaires qui sont toujours les bienvenus. Merci et à très très bientôt et à demain.